Mesdames, Messieurs, bienvenue sur TV Témis et TVC9 où on vous résume en ce mercredi et pour les jours que vous choisirez l'actualité de la semaine. Bien sûr, ce qui a fait jaser cette semaine, c'est ce tirage du rodéo du camion qui a finalement eu lieu vendredi dernier du côté de Saint-Bruno-de-Guay. Ça a déçu quelques personnes. Aussi, ce qui a fait parler et réagir, c'est le témoignage d'une maman qui, depuis 5 ans, attend qu'on lui rende ses enfants du côté du département de la protection de la jeunesse. Les garçons et filles de nos villes et villages du Témiscamingue ont eu du plaisir. Plus de 422 000 $ sont injectés dans des travaux majeurs de rénovation et de restauration de l'église classée patrimoniale de Notre-Dame-du-Nord. Et on parle également de jeunes agriculteurs qui recevront de l'argent pour développer leur ferme. Mesdames, Messieurs, bienvenue. D'abord, c'est vendredi dernier, dès 10 h le matin, à Saint-Bruno-de-Guay qu'a eu lieu le tirage du rodéo du camion. Nous souhaitions le diffuser sur Facebook, mais la Régie des loteries et courses nous a prévenu à notre arrivée sur place que la prise d'image était interdite. Plus d'une cinquantaine de citoyens qui possédaient des billets se sont déplacés. Seuls les numéros sans le nom des gagnants ont été nommés à voix haute. Le nom des 10 gagnants doivent être publiés sur le site de la Régie. Tenez-vous-le pour dire, beaucoup ont déclaré être déçus que Notre-Dame-du-Nord ait été écartée, évitée par la Régie, alors que la ville était historiquement le lieu de l'événement. Quelques réactions et commentaires. Bien, on pense que ça va être un final là, après toutes les remises de date du tirage, mais ce tirage-là a quand même une histoire là, abracadabrante dans tout ça. Tant qu'à moi, la Régie des loteries du Québec a mal géré le dossier pour être rendu à ce point-là, puis être obligé de venir faire un tirage. C'est organisé par un événement, puis que c'est la Régie des loteries qui finit le dossier. Bien, la complexité à Rouen, c'est quand on a appelé le bureau où ce que la Régie des loteries avait décidé de faire ça, il n'y avait pas de place pour accueillir du monde. Fait qu'on a dit au Témiscamingue, il n'y a pas de problème là, à venir à Notre-Dame-du-Nord ou n'importe où au Témiscamingue. Notre-Dame-du-Nord, il lui semblait une place qui appréciait pas. Fait qu'ils ont pris un village voisin pour venir faire ça. Mais c'était juste ça, la compréhension. Je pense qu'il n'y a pas eu de communication assez entre le bureau à Rouen et la Régie des loteries. Un pensait qu'il y avait de la place pour accueillir du monde. Vous voyez comment il y a de monde ici aujourd'hui. Là. Il y a plus que 100 personnes dans la salle. Fait que c'est quand même une situation où il y a beaucoup de gens qui étaient impliqués parce que des billets à 1000 $, ça ne s'achetait pas par un acheteur. Ça s'achète par plusieurs acheteurs. Fait qu'il peut y avoir des billets où il y a 10 propriétaires. Là. Moi, j'ai même pas de billets dans ce tirage-là. J'ai été 15 ans de temps dans l'organisation de rodéo du camion. J'ai organisé 15 tirages. Et puis aujourd'hui, de voir la façon que ça s'est fait, je faisais pas confiance à cette organisation-là, puis j'ai pas acheté de billets. Bien, ma déception, c'est de perdre cette activité-là au Témiscamingue. Puis on est en train d'essayer de rebâtir un endroit au Témiscamingue pour faire un autre événement de cette ampleur-là. Puis c'est extrêmement difficile, c'est coûteux. Fait que j'ai de la misère à y croire. Puis c'est triste d'avoir perdu un événement comme ça au Témiscamingue qui avait une notoriété plus que provinciale. Là. Comment, puis de la manière que ça a viré, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, bien, j'ai vendu des billets pendant 43 ans. Oh mon Dieu. C'est fini. Vous avez fait votre part pour le rodéo du camion? Oui. Ben, au nom des citoyens, on vous en remercie. Oui. Eh bien, oui, j'aime ça. Ben oui. C'est une bonne activité, oui. Ça a été une bonne activité. Pendant une quarantaine d'années, là, Est-ce que vous attendiez à ce que ça vire comme ça a viré? Non. Non? Non. On pense jamais à ça. Mm-hmm. Mais que veux-tu? Là, avez-vous trouvé une autre activité ou... Oui, je me tiens occupé avec d'autres. OK. Mais je fais du bénévolat local là, chez nous.
Excellent. Ben, saluez les gens de Hearst de notre part, puis merci d'avoir contribué à Notre-Dame-du-Nord. Ah, ça m'a fait plaisir. Ok. J'aime ça. Salut. Le tirage s'est bien déroulé, comme que je disais. Le monsieur a dit aussi tantôt que c'était une bonne idée de tourner comme dans toutes les rodéos de camions qu'on a fait des tirages. C'est certain que c'était vraiment une bonne idée. J'étais vraiment content que le monsieur le dise. Puis, non, c'est ça. Mon tirage, mon billet, je l'avais apporté, ça a été. C'était pas trop clair dans la procédure. Mais que j'aille apporter mon billet, ça a bien fait parce qu'il le disait pas d'avance. Fait que non, mon numéro n'a pas été sorti. Est-ce que vous vous interrogez sur les sommes qui sont disponibles pour le tirage, pour ce qui revient aux gens qui ont acheté les billets? C'est sûr que les sommes, je m'attendais, je peux pas s'attendre à plus de billets qui ont été vendus. Fait que certain que le montant, il était avec ce qu'ils ont été vendus. Mais il a été vendu 375 billets, donc c'est 375 000 Puis il y en a à peine 145 000. Ouais, quelque chose. Ça, il y avait des dépenses. Ça, c'est des choses qu'on sait pas. Fait que mais le tirage a été fait. Fait que positivement, mais on n'a pas gagné, mais il est fait. Fait que nous, on tourne la page, puis c'est tant pis pour c'est plate pour le plus de rodéo. Ça, c'est Merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Bonne journée. Ben, moi, personnellement, je pense que le détournement de ça, je suis très déçu. Parce que le rodéo du camion, ça a été une belle occasion de faire connaître le tourisme, le Témiscamingue. Puis, le tirage qui a eu lieu ici à Guigue, c'était bien correct qu'il se voit au Témiscamingue. Mais il aurait pu être à Notre-Dame-du-Nord. Mais tous les bénévoles qui ont travaillé au Rodéo au Nord, les présidents que moi je connais beaucoup, je les félicite aujourd'hui. Puis coudonc. C'est une expérience de perdu. Ben, c'est ça. Mais il reste en sorte que c'est un dénouement qui va rester dans le cœur de bien des Témiscamiens et Témiscamiennes. Est-ce que vous en voulez à l'organisation? Il y a des gens qui se questionnent sur l'argent qui reste. Pour vous, il n'y a rien à signaler de ce côté-là? Non. Ça, moi, j'achetais mes billets avec mes frères et mes sœurs. Puis, non. Moi, je ne vais pas à aller trouver les failles qu'il y a eu là-dedans. Il y avait un groupe d'hommes et de femmes là, puis non. Ils ont fait leur possible. Ouais. Comment vous ressentez le déroulement de ce tirage-là? Ben, le déroulement s'est fait comme selon la procédure de l'Auto-Québec. On sentait la pression. Hein? Oui, les gens étaient quand même assez à cran. Les gens avaient des questions qui étaient légitimes. D'ailleurs, à poser. Et c'est certain que il y a encore beaucoup de frustration. Et c'est un peu normal. Ça s'est fait dans les règles? Ben, selon les règles de l'Auto-Québec, hein, en fait, bon, n'étant pas légiste, je me fie sur ce qu'on nous a annoncé et qu'effectivement, les règles de tirage ont été respectées. Des complications? Non, des complications, je pourrais simplement dire que à Notre-Dame-du-Nord, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça faisait quand même, pour les 3 derniers tirages, l'Auto-Québec n'a pas demandé le cautionnement de la municipalité. Et ça, en ce qui me concerne, ça a été une erreur de leur part, de faire en sorte que la municipalité n'étant plus caution, on n'avait plus aucun droit de regard sur ce qui se passait. Et donc, dans ce contexte-là, vous le déplorez? On le déplore. On le déplore largement parce que, on ne peut pas prédire de l'avenir, mais en ce qui me concerne, si la municipalité s'était portée garant et caution, comme ça avait été toujours le cas jusqu'à ce qu'on ne nous le demande plus en 2022, les choses auraient probablement été différentes. On a poussé sous le tapis tous les détenteurs de billets et tous ceux qui ont supporté le rodéo pendant plus de 40 ans. Oui. Donc, la loi s'est appliquée selon les tirages. Il y a eu reprise et une décision du tribunal. On doit s'y conformer. Mais dans le contexte actuel des choses, je dois vous dire que si la municipalité avait été garant, comme c'était le cas dans les précédents tirages, sauf jusqu'à 2022, les choses auraient probablement été différentes. M. Vaillant, merci. Merci.
Et quand le système oublie d'écouter les enfants, c'est ainsi qu'après 5 ans de séparation, le maire de la région souhaite sortir de l'ombre face à la direction de la protection de la jeunesse. La maman qui nous a joint affirme que la voix de ses 3 enfants n'est pas entendue malgré leur demande répétée de revenir à la maison. La dame, qu'on appellera Mélanie, vivait des actes de violence conjugale répétés quand la protection de la jeunesse a agi. Mélanie a depuis retrouvé la quiétude avec un nouveau conjoint et une autre bambine. « Maman, on veut revenir, nous sommes malheureux », leur dit ces jeunes. Selon ce qu'elle nous déclare, franchement, ces paroles sont exprimées à chaque rencontre mensuelle, 1 heure seulement depuis 5 ans. De plus, de surcroît, ces enfants auraient été victimes d'abus physiques au cours du placement dans leur première famille d'accueil. Des faits qui, affirment-elles, ont été confirmés après une enquête officielle des autorités. Malgré cela, les enfants n'ont pas été retournés auprès de leur mère, mais replacés dans un autre milieu. Quand des abus sont reconnus, pourquoi le retour vers le parent dont l'évolution a été constatée par le tribunal n'est-il pas priorisé, questionne Mélanie. Une ordonnance judiciaire prévoit que le placement est temporaire jusqu'au 30 juin 2026 et ordonne une progression des contacts. Il pourrait s'agir de vidéoconférences, de dormir à la maison, puis d'un retour graduel. Or, selon la mère, ces mesures ne seraient pas appliquées de façon constante. Le CISAT a, pour des règles liées à la confidentialité, refusé à notre demande et avec l'accord de Mélanie de réagir aux propos et de répondre aux demandes. Son avocat est avisé de sa démarche. Près de 400 personnes, dont au moins la moitié, ont réagi et appuyé la maman. Le CISAT a, afin d'éviter d'identifier les mères, pères et leurs enfants en ce moment dans les dossiers de l'organisation, mis en demeure TV-TMIS de les garder confidentiels. Et protéger nos jeunes, c'est protéger l'avenir de nos communautés. L'exploitation sexuelle des mineurs est une réalité. Elle peut être invisible, silencieuse, parfois banalisée, mais derrière chaque situation, il y a un jeune vulnérable. Ce n'est jamais un choix, c'est jamais consenti. Et ça reste un crime. Nos services policiers autochtones travaillent chaque jour à prévenir, sensibiliser et intervenir, mais la protection de nos jeunes est une responsabilité collective. Parents, intervenants, enseignants, leaders, voisins, on a tous un rôle à jouer. Si vous avez besoin d'aide ou d'informations, Info Aide Violence Sexuelle est au 1-888-933-9007. En cas d'urgence, on appelle le 911 ou le numéro urgent de votre communauté. Protéger, prévenir, agir, c'est important. Et face aux défis criants de main-d'œuvre et à la nécessité de renforcer le vivre ensemble, la MRC de Témiscamingue lance une vaste consultation publique sur l'accueil et l'établissement durable des personnes immigrantes. L'objectif, c'est de doter le territoire d'un plan d'action concret pour les 3 prochaines années, mené en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, le CIS régional et la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La démarche veut entendre la population sur les enjeux liés à l'intégration des nouveaux arrivants. Les résultats vont orienter les actions à mettre en place pour favoriser des milieux de vie exclusifs, inclusifs et durables. Des ateliers participatifs seront organisés dans les 4 secteurs de la MRC sous forme de 5 à 7 conviviaux avec bouchées. Tous les résidents sont invités à y prendre part afin de partager leurs idées, leurs préoccupations. En parallèle, un sondage en ligne anonyme est accessible actuellement pour recueillir des témoignages sur les relations interculturelles et les besoins du milieu. Les détails concernant les dates, les lieux des consultations et l'accès au sondage sont disponibles. Rendez-vous sur le site web de la municipalité régionale de comté de Témiscamingue. Et plus de 422 000 $ sont injectés dans des travaux majeurs de rénovation et de restauration de l'église classée patrimoniale de Notre-Dame-du-Nord. Une annonce qui réjouit autant les défenseurs du patrimoine que les acteurs économiques de la ville et du secteur. Au-delà de la préservation d'un bâtiment emblématique, ce financement qui se traduit par 422 000 $ en contrat confié à des entreprises locales, générant des retombées directes et concrètes pour la communauté. Nous avons obtenu les commentaires du maire de Notre-Dame-du-Nord, M. Michel Vaillant.
Alors, je suis heureux d'annoncer, au nom de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, que dans le cadre d'un projet de préservation du patrimoine, sous l'égide du ministère de la Culture et de la MRC de Témiscamingue, que le projet présenté par Notre-Dame-du-Nord, qui est la réfection de l'église Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord, a été accepté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire 422 000 $ d'investissement dans la municipalité, ici même à Notre-Dame-du-Nord. C'est des fonds qu'on a pu aller chercher, dont 253 000 $ du ministère de la Culture, et ce parce que la fabrique de la paroisse Saint-Joseph a choisi et a décidé d'investir de ses fonds propres et de dons qu'ils ont pu recevoir la somme de 168 000 $. Alors, c'est grâce à cet investissement que la fabrique a fait de 168 000 $ et qu'ils vont faire que le ministère de la Culture, avec la MRC de Témiscamingue, a choisi le projet de Notre-Dame-du-Nord pour justement investir dans la préservation de l'église de Notre-Dame-du-Nord, qui, il faut le rappeler, ne sert pas uniquement au culte. Alors, il y a le club de l'âge d'or qui s'y situe, il y a le club d'artisanat qui s'y fait, il y a des formations qui se déroulent aussi dans l'église et au sol de l'église. On a vu récemment des concerts de la bande sonore et de d'autres groupes qui se sont produits à l'église de Notre-Dame-du-Nord. Il y en aura d'autres à venir. La fabrique organise aussi de concert avec la municipalité la journée honneur aux bâtisseurs et bâtisseuses sur une place qui a été aménagée par la fabrique pour l'ensemble de la population de Notre-Dame-du-Nord. Alors, on est très heureux d'annoncer que grâce à l'investissement fait par les paroissiens et les bénévoles de Notre-Dame-du-Nord, nous avons pu aller chercher auprès du ministère de la Culture cette subvention et ce financement de 253 134 $, ce qui va représenter un investissement total de 422 000 $ pour Notre-Dame-du-Nord et ses entreprises. Et parlons d'agriculture chez la jeunesse, le gouvernement du pays qui investira jusqu'à 27 millions de $ sur 2 ans. On veut aider les jeunes à acquérir de l'expérience dans le secteur agricole et agroalimentaire. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, Heath MacDonald, lors de la conférence Cereals and Oilseeds 2026. Le financement soutiendra le programme d'emploi et de compétences pour les jeunes qui aide les employeurs à embaucher des jeunes de 15 à 30 ans en couvrant une partie des salaires et des avantages sociaux. Les demandes pour l'année 2026-2027 seront acceptées jusqu'au 4 mai prochain. Depuis 2019, le programme a permis de créer 6 200 emplois pour les jeunes dans l'agriculture au Canada. Et d'ailleurs, au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs à Toronto, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles canadien, Tim Hodgson, a annoncé des investissements fédéraux pouvant atteindre 165 200 000 $ pour 22 projets miniers, ainsi que le lancement d'un fonds d'1,5 milliard pour soutenir les infrastructures essentielles du secteur. Ottawa, qui veut ainsi renforcer toute la chaîne de valeur des minéraux critiques, attirer les investissements et consolider la position du Canada comme partenaire fiable pour approvisionner le monde en ressources stratégiques nécessaires à la transition énergétique et à la sécurité publique. Et revenons sur notre agriculture locale. À l'approche de la saison des semences, les producteurs agricoles de chez nous s'inquiètent de la hausse du prix du carburant. C'est lié aux tensions, vous le savez, au Moyen-Orient, et ils demandent au gouvernement du Québec de leur rembourser les sommes payées par l'entreprise de la Bourse du carbone. Selon la Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA, le diesel et le propane demeurent essentiels pour les travaux aux champs, le transport et le séchage des grains, vous le savez, sans alternative réaliste à court terme, ça va pas bien. Une nouvelle flambée des prix de l'énergie pourrait donc accentuer la pression financière sur des fermes déjà fragiles par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Selon le président régional de l'UPA, M. Pascal Roux, le revenu net des producteurs et productrices a chuté de beaucoup depuis les 3 dernières années. Une hausse des prix de l'énergie pourrait rapidement ajouter une pression
supplémentaires pour plusieurs entreprises agricoles. Écoutez, depuis 2015, les producteurs québécois auraient payé plus de 550 millions de dollars en coûts liés à la bourse du carbone. L'UPA qui demande que ces sommes soient retournées aux producteurs et que les coûts de production utilisés dans les programmes de soutien comme l'ASRA soient rapidement mis à jour pour refléter la réalité actuelle des fermes. Et allons du côté minier, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui a publié dans la Gazette officielle du Québec un projet de règlement modifiant le règlement sur les mines. L'initiative lance une période de consultation de 45 jours, une consultation publique qui découle de la loi modifiant la loi sur les mines et d'autres dispositions, la loi 36, adoptée en novembre 2024. Les changements proposés visent à permettre l'entrée en vigueur de mesures touchant notamment le droit annuel des concessionnaires miniers, les garanties financières, les rapports d'exploration ainsi que certaines contributions liées aux subventions minérales de surface. Le gouvernement qui veut ainsi moderniser l'encadrement du secteur, améliorer le contrôle de l'accès aux ressources et limiter la spéculation tout en assurant un juste retour pour la population et la compétitivité de l'industrie. Le projet qui est accessible pour le consulter dans la Gazette officielle du Québec. Cherchez sur le net. Et parlons d'itinérance. Il y a la semaine dernière, les membres du comité sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, présidé par le maire de Québec, Bruno Marchand, qui se sont réunis alors que la situation des personnes en situation d'itinérance continue de se détériorer chez nous et à travers le Québec. Lors de cette rencontre, les membres du comité ont échangé sur plusieurs enjeux prioritaires, notamment la prévisibilité du financement aux municipalités et aux organismes communautaires, les rôles et responsabilités des différents paliers de gouvernement, la gestion des campements ainsi que les besoins en matière d'hébergement dans un contexte marqué par des échéances politiques importantes dont le prochain budget du gouvernement du Québec qui vient, mais un changement au poste de premier ministre et les élections provinciales prévues en octobre. Les membres du comité ont réaffirmé 2 demandes essentielles: faire de l'itinérance une priorité nationale appuyée par des investissements prévisibles, récurrents et à la hauteur des besoins pour les 5 prochaines années, disposer de données à jour pour suivre l'évolution de la situation et arrimer les actions aux conséquences. Pour le maire de Québec, Bruno Marchand, qui est aussi président du comité sur l'itinérance de l'UMQ, le prochain budget, je le cite, sera le dernier du gouvernement Legault. C'est une chance de se donner les moyens d'inverser la tendance en itinérance en allouant des budgets à la hauteur des besoins observés partout à travers le Québec. Selon lui, sans impulsion provenant du sommet de l'État, l'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance dans nos rues va se poursuivre. Pour relever le défi ensemble, on a besoin de prévisibilité financière et de données qui reflètent la réalité du terrain. En Abitibi, au Témiscamingue, ces organismes aident les sans-abri, le Carrefour Jeunesse Emploi au Témiscamingue, la Maison du Soleil Levant à Rouyn-Noranda, la Pio, la Val-d'Or, l'accueil à Amos et la Maison du Compagnon en Abitibi-Ouest, précisément à La Sainte. Et les garçons et filles de nos villes et villages du Témiscamingue ont eu du plaisir au cours de la dernière semaine, alors que la relâche scolaire a pris place. Encore une fois, merci à ceux qui, les parents, les gardiens ou les bénévoles ont agrémenté ces congés-là. TV Témisque a rencontré quelques-uns des personnages impliqués dans ces belles journées. Très bien. Je suis en visite chez mon père, puis je suis avec mon neveu, ma nièce, puis mes 2 enfants. Donc, on fait plein d'activités cette semaine, dont la patinoire aujourd'hui. Ah oui. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous trouvez, c'est une activité que vous faites habituellement, le patinage? On en fait chez nous aussi, une fois de temps en temps, oui. Oui, on aime bien ça. Ah ouais. Hier, on est allé jouer au quai à Lorrainville, puis on est allé à la récréathèque ici. Là, on est donc au patin libre, là, mais est-ce qu'il y a d'autres activités auxquelles vous avez participé ou que vous avez envie de participer? Oui, sans doute aller à la descente au traîneau, là, dans la côte du plaisir. Puis à part ça, on va voir. On va voir, tu sais. Même depuis que je suis rentrée à Notre-Dame-du-Nord
je vais de plus en plus au patin, puis je m'améliore plus, puis j'adore cette patinoire. Est-ce que tu joues aussi au hockey? Non, hockey, je suis pas assez bon pour patiner, puis j'aime pas trop ça. OK. D'accord. Et comment ça se déroule ta semaine de relâche? Très bien. Je suis content de voir mes cousins que je vois pas beaucoup dans l'année. Je les vois genre 4 fois dans un an. Fait que, quand ils sont là, on en profite, on fait plein d'activités, puis c'est ça. OK. La première est de rassembler les gens, que les gens puissent être ensemble, se rassembler autour de certaines activités qui sont organisées. Deuxièmement, pour que tout le monde puisse y participer, on a fait en sorte que ce soit des activités qui puissent à la fois être tant pour les jeunes que les parents ou les grands-parents. Et donc, dans le reste, c'est aussi la gratuité, de sorte à ce que tout le monde puisse participer. L'ensemble des activités qui ont lieu et qui auront lieu d'ici samedi ont été faites entièrement gratuitement, incluant le transport hier vers Lorrainville pour la salle de quilles avec les gens qui ont pu s'amuser tout l'après-midi. Et là, ça continue ici aujourd'hui avec hockey libre, patin libre. Demain, on aura raquettes et ski de fond dans les sentiers des 15. Et samedi, c'est la grosse journée avec disco patin, avec film, avec aussi karaoké en fin de journée. Donc, encore de belles activités à venir d'ici la fin de la semaine de relâche. Et dans le milieu sportif maintenant, nos curlers au Témiscamingue et en Abitibi qui nous font honneur, l'équipe régionale féminine de curling a poursuivi sur sa lancée jeudi dernier aux Jeux du Québec à Blainville, signant 2 victoires convaincantes permettant d'accéder au quart de finale. Les joueuses qui ont remporté un match de 9-3 contre l'Est du Québec et 10-2 face à l'Estrie. Elles disputent les quarts de finale vendredi. En curling masculin, la formation régionale s'est inclinée 8-4 contre le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant fin au parcours après une deuxième défaite. En tennis de table, tous les athlètes de la délégation régionale ont gagné au moins un match. La délégation de l'Abitibi-Témiscamingue qui a amorcé avec éclat mercredi dernier le 2e bloc de compétition grâce à la performance dominante de l'haltérophile Damien L'Espérance. Bravo Damien, il a 3 médailles. L'athlète s'est classé 2e à l'épreuve de l'arraché avant de monter sur la plus haute marche du podium à l'épaule jetée grâce à une prestation impressionnante. Des résultats qui ont également valu à Damien la médaille d'or au cumulatif. En curling féminin, les représentantes régionales qui ont signé 2 victoires convaincantes. Elles ont défait Montréal 13-2 dans un match écourté après 5 bouts, puis ont pris la mesure de la capitale nationale 9-2. La délégation peut être suivie sur Facebook et Instagram avec le mot-clic @CoGoABT. Voilà, c'est complet. Merci de devenir abonné à la page Facebook du web TV Témis et de communiquer avec nos membres de la télévision communautaire. Je suis votre journaliste Yvon Moreau. À bientôt.